Comme si la situation en Ukraine n'était pas assez grave, la Lituanie se prépare à un conflit généralisé avec la Russie, et comme toujours, c'est la faute à Poutine. Poutine tente d'avoir accès à la Lituanie et aux républiques baltes via Kaliningrad, une minuscule province administrative russe dans la région. La compréhension mutuelle que la Lituanie et Kaliningrad ont construite sera détruite par l'avancée agressive du président russe en Ukraine. Il a le don de faire foirer tout ce qu'il touche. La relation entre ces deux régions s'est tellement détériorée que Leonas Kasounas, ministre lituanien de la Défense, a annoncé que 648 millions de dollars seraient alloués à des installations de défense de masse en prévision du conflit imminent. Contrairement à l'Ukraine, la Lituanie est membre de l'OTAN, ce qui signifie que cette petite guerre à Kaliningrad a le potentiel d'amener les États-Unis et les autres acteurs importants de l'OTAN directement à la porte de Poutine. C'est ce qui distingue cette guerre d'autres conflits régionaux, et c'est quelque chose que Poutine a peut-être négligé. Ils nous ont soutenus en tant que communauté pendant les années où nous avons couvert la guerre russo-ukrainienne. Malheureusement, ces derniers mois, l'algorithme et les Poutine bots ont dévalorisé nos vidéos, ce qui rend difficile la promotion de notre travail. En appréciant nos films et en les diffusant au sein de votre communauté, vous pouvez nous soutenir. Très bien, commençons par la vidéo d'aujourd'hui. Le pont Reine-Louise qui sépare la Lituanie de Kaliningrad a été fermé car la Lituanie se prépare à une offensive militaire. Dans les semaines à venir, la Lituanie a commencé à construire des défenses afin d'empêcher les chars de Kaliningrad de traverser le pont. Toute personne tentant de le franchir sera pulvérisée par des mines terrestres enterrées le long de la traversée. Le pont, qui était autrefois un signe de bonne volonté entre les deux régions, est désormais étroitement surveillé, et les gardes frontières lituaniens ont déclaré que le pays avait augmenté la surveillance au plus haut niveau possible. Comme Poutine ne peut en aucun cas se permettre de perdre Kaliningrad, il ne fait aucun doute qu'il répliquera par les mêmes moyens. Il n'est guère exagéré d'affirmer que la Russie serait immédiatement condamnée si cette petite institution administrative russe s'effondrait. Mais avant cela, examinons de plus près l'histoire du pays. Ce petit territoire est probablement inconnu de la plupart d'entre vous, mais il est une pièce cruciale du puzzle de la guerre. Bien que Kaliningrad ne soit pas en Russie, c'est une enclave russe, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la Russie. Regardez à nouveau cette carte. Kaliningrad se trouve à 200 miles de la Russie, entre la Pologne et la Lituanie. Sa situation particulière, elle fonctionne un peu comme le bras de pieuvre de Poutine dans les pays baltes, la rend cruciale pour ses objectifs d'expansion. L'oblast, qui compte un peu plus d'1 million d'habitants, n'est pas particulièrement grand, avec une superficie d'environ 15 000 km², soit 5 830 miles². Bien qu'il ne représente que 5% de la Lituanie, le territoire est assez diversifié avec des personnes parlant allemand, polonais et lituanien. Vous vous demandez probablement comment la Russie a pu obtenir un tel territoire, et l'explication est fascinante. Bien que Kaliningrad fasse partie de la Russie depuis la chute de l'Union soviétique, son histoire remonte à 1255 lorsque les chevaliers teutoniques, un ordre militaire allemand, ont dominé la région. En l'honneur du roi Ottokar II, ils ont baptisé la petite région Königsberg ou ville royale. Sa situation au bord de la mer Baltique en faisait un lieu de commerce idéal, et en 1454, elle devint une partie de la Prusse, un état vassal de la Pologne. Après une vague de réformes, le duc de Prusse sécularisa les possessions de la région en 1525. Lorsque la Pologne et la Suède se disputèrent le territoire au XVIIe siècle, Königsberg connut une légère crise d'identité, mais la Prusse reprit le contrôle en 1701 et fit de Königsberg la capitale du pays. L'Empire allemand était un seul grand empire qui absorbait tous ces petits États. En 1871, Königsberg commença à prospérer en tant que centre culturel et commercial. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, Otto von Bismarck était l'attraction principale. Le Königsberg a été transformé en établissement militaire pendant cette période et a servi de base au Parti national-socialiste après la Première Guerre mondiale. En raison de la domination de l'Allemagne, à cette époque, la ville a été l'une des principales cibles des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. En avril 1945, la ville a été prise par les troupes soviétiques lors de la bataille de Königsberg. L'offensive de l'armée rouge de l'Union soviétique, connue sous le nom d'offensive de Prusse orientale, progressait en Europe de l'Est. La ville était défendue par 130 soldats allemands. La bataille a commencé en janvier et s'est terminée en avril 1945 lorsque l'Union soviétique a réussi à soumettre l'Allemagne et à la forcer à capituler. Ce nouveau triomphe s'est accompagné d'un changement de propriétaire et de nom. En l'honneur d'un valeureux héros soviétique du nom de Mikhail Kalinin, Königsberg fut rebaptisé Kaliningrad. Kaliningrad a été reconstruite à partir des ruines de Königsberg et a servi de centre industriel soviétique et de base navale. De ce fait, elle s'est élevée essentiellement au même niveau que Königsberg, mais sa direction a changé. Kaliningrad n'a pas la même histoire que les autres États baltes qui, après la dissolution de l'Union soviétique,
ont eu la possibilité de faire sécession et d'obtenir leur indépendance. Malgré un certain déclin économique et une baisse de la population dans les années 1990, elle est restée partie intégrante de la Fédération de Russie. Ce déclin n'a duré que quelques années. Depuis les années 2000, Kaliningrad est en plein essor en tant que destination touristique et centre commercial. Depuis lors, Kaliningrad s'est considérablement développée et, avec les fortifications les plus récentes de Russie, la région est devenue le terrain de jeu stratégique de Poutine. Parlons brièvement des motivations de Poutine, des raisons pour lesquelles il souhaite conserver ce territoire et de son importance pour ses objectifs. Premièrement, grâce à l'oblast, la Russie a accès à la mer Baltique, qui est d'une importance vitale. Comme elle est bordée par 9 nations, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Lettonie, la Pologne, la Lituanie, la Russie et la Suède. Cette mer est un joyau stratégique. Les expéditions et les échanges commerciaux sont nombreux à cette frontière. Il est donc essentiel que la Russie obtienne une part de ce gâteau. Avec 1000 militaires et 100 unités d'équipement militaire spécialisées, Kaliningrad sert de quartier général à la flotte russe de la mer Baltique et est le seul port à être libre de glace toute l'année. En prévision d'un conflit avec l'OTAN, la Russie a également commencé à y effectuer des tests de missiles et d'artillerie. Poutine est de plus en plus frustré par l'importante présence navale américaine dans la mer Baltique, raison pour laquelle il a renforcé ses forces armées là-bas à des fins de dissuasion stratégique. Étant donné que de nombreuses républiques baltes sont membres de l'alliance de l'OTAN, la mer Baltique peut sembler être un différend entre les États-Unis et la Russie. Mais à une plus grande échelle, c'est une région tendue entre l'OTAN et Moscou. La Pologne a rejoint l'OTAN en mars 1999, suivi peu après par les autres pays baltes en 2004 pour aggraver la situation. La Pologne, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont rejoint l'Union européenne, une autre alliance que Poutine déteste. Poutine a fait en sorte de renforcer Kaliningrad contre ces États, car il se sent écrasé par eux depuis quelques années. Kaliningrad sert à la fois de base navale et d'entrepôt de déchets nucléaires pour le Kremlin. Dans ses nombreuses tirades nucléaires, Poutine a annoncé à plusieurs reprises des projets de déploiement de missiles Iskander à Kaliningrad afin de contrer le bouclier antimissile américain en cours de construction en Europe de l'Est. Poutine est persuadé que ce bouclier n'a rien à voir avec lui, même si Washington a tenté de faire comprendre qu'il sert à contrer les attaques potentielles de missiles iraniens. C'est pourquoi les pays baltes craignent désormais d'être eux aussi attaqués avec des armes nucléaires en cas d'escalade du conflit avec l'Ukraine. En outre, nous devons tenir compte du fait que l'admiration de Poutine pour Kaliningrad va au-delà de sa domination sur la mer Baltique. De plus, cette région est stratégiquement située dans le Zvolky Gap, un étroit corridor qui, de manière amusante, est décrit comme l'endroit le plus dangereux du monde et le ventre mou de l'OTAN. La distance entre Kaliningrad et la Biélorussie est de 62,14 miles, soit près de 100 km. La région sert de frontière entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'OTAN, et constitue également une petite route de transport. Afin de couper ces États baltes de l'OTAN, la Russie mène une violente campagne pour prendre le contrôle de cette bande de terre. La Russie a un avantage considérable dans cette région selon l'ancien commandant en chef de l'armée américaine en Europe, le lieutenant-général Ben Hodges, qui a déclaré que la Russie pourrait annexer les États baltes avant que nous puissions nous opposer à eux. La pression géographique existe depuis la fin du XXe siècle, mais en 2022, la Lituanie a interdit l'importation de biens soumis à des sanctions de l'UE via Kaliningrad, ce qui a exacerbé les tensions entre les deux nations. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'UE a déclenché une guerre économique. La Russie s'est indignée et a affirmé que la Lituanie agissait comme une marionnette de l'Occident, alors que cet embargo était le résultat de ses activités. Des sanctions ayant été imposées à la Russie, à ce moment-là, il semble que la colère de la Russie soit injustifiée. En réaction, la Lituanie a déclaré qu'elle ne faisait qu'appliquer les sanctions imposées par l'Union européenne. En réponse à cette accusation, le ministre lituanien des Affaires étrangères a déclaré que la Lituanie n'avait pris aucune mesure. Les sanctions européennes sont entrées en vigueur le 17 juin. La Commission européenne a été consultée et les directives de la Commission européenne ont été suivies. Les relations entre Moscou et l'UE se sont détériorées à cause de ce petit différend. De plus, lors d'une visite à Kaliningrad, l'ami de Poutine, M. Pastruchev, a affirmé que l'embargo imposé par la Lituanie constituait une violation du droit international initié par l'Occident. Il semble que la Russie doive également être protégée par ce même droit international que Poutine bafoue. En raison de l'embargo, la Russie était tellement en colère qu'elle a tenté de faire valoir ses griefs en convoquant l'ambassadeur de l'UE au ministère russe des Affaires étrangères. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe a menacé de prendre bientôt les mesures nécessaires. Lorsque le collectif de hackers russes Killnet a pris la responsabilité d'une attaque par déni de service, DDoS contre la Lituanie, affirmant qu'il s'agissait d'une mesure de rétorsion suite à la décision d'empêcher le transit de certains produits sanctionnés vers l'enclave russe de Kaliningrad, le futur proche est
arrivé un peu plus tôt que prévu. Une cyberattaque DDoS consiste à saturer un serveur de trafic, empêchant ainsi les gens d'accéder aux services fournis par le site web. Les attaques ont visé les secteurs de l'énergie, de la finance et des transports et se sont intensifiées au fil des semaines, selon le Centre lituanien de cybersécurité. Le groupe connu sous le nom de Killnet a expliqué publiquement sa démarche dans une déclaration et la Russie s'est réjouie de pouvoir revendiquer les attaques. Le représentant du groupe a répondu par l'affirmative à la question de savoir si le blocus de la Lituanie en était la raison. Killnet a expliqué qu'ils ne cesseraient leurs attaques que si la Lituanie levait le blocus après la destruction de plus de 1652 ressources en ligne. Le conflit en Ukraine a suffi à déclencher des préparatifs de guerre, les tensions s'étant accumulées depuis 2022. Pour l'instant, la Lituanie se demande qui sera le prochain. L'un des pays baltes sera sans aucun doute le prochain sur l'agenda de Poutine, car tout le monde sait qu'il ne vise pas seulement l'Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine est un appel au réveil, selon Laurinas Kasounas. L'OTAN doit se préparer car il ne reste plus que quelques années pour cela, comme le montre l'action de Poutine en Ukraine. Selon le politologue Thomas Chenlienas de l'université de Vilnius, la situation en Ukraine est en fait une bénédiction. En raison des événements de ce côté, la Lituanie a le temps de se préparer à une offensive. Malheureusement, les actions de Poutine en février 2022 ont réduit à néant toute bonne volonté entre Kaliningrad et la Lituanie. Darius, un Lituanien qui a grandi à Panamoun, en Lituanie, qui se trouve juste au-dessus du pont de Sovetsk à Kaliningrad, se souvient qu'enfant il avait un copain russe. Cependant, depuis le début du conflit, les Lituaniens ont refusé de s'engager avec Kaliningrad. Bien que la Lituanie se soit préparée à une guerre contre Kaliningrad, son véritable ennemi est la Russie continentale. La Lituanie a lutté durement pour récupérer sa souveraineté de la Russie, et les deux pays ont une histoire extrêmement difficile. La planification approfondie du pays est due au désir de ne plus jamais se retrouver dans la même situation que durant l'époque des Vikings et des Romains. Les Lituaniens étaient à l'époque une petite tribu de la région de Vilnius et ils s'inquiétèrent de l'émergence d'une menace venant de l'Est. En 1569, la Lituanie et la Pologne ont fondé un empire commun afin de contrer cette menace et de contenir efficacement la Russie. Malheureusement, la culture polonaise devint de plus en plus dominante lorsque la Pologne commença à poloniser la Lituanie. Après quelques conflits perdus, le pouvoir du couple a décliné au XVIIe siècle et la Prusse, l'Autriche et la Russie l'ont partagé entre elles et l'ont fait passer sous contrôle russe. Après avoir quitté la Russie, elle a été accaparée par l'Allemagne nazie avant de revenir à l'Union soviétique. Celle-ci a commis de terribles actes de violence contre la Lituanie lorsqu'elle a été réoccupée par les soviétiques. Pendant l'annexion de la Lituanie, la Russie a mis en œuvre un programme de russification visant à éradiquer la culture et la langue lituanienne au profit de la culture russe. Des milliers de personnes ont été tuées, torturés et transportés dans des wagons à bestiaux vers la Sibérie durant cette période du milieu du 19e siècle. Après avoir été opprimée pendant si longtemps, la Lituanie a commencé à se préparer à reprendre le contrôle dans les années 1940 lorsque la guérilla a commencé. Lorsqu'un groupe de 500 intellectuels et jeunes responsables du parti communiste appelé Saliudis a lancé un mouvement en 1988, celui-ci a pris de l'ampleur. Après une forte résistance, la Lituanie est devenue le premier État sous domination soviétique à retrouver son indépendance le 11 mars 1990. Malgré la brutalité du premier coup, l'Union soviétique ne se rendit pas si facilement et lança 3 phases d'attaque avant de s'avouer vaincue. Lorsque la Lituanie a refusé d'accepter la conscription soviétique comme moyen de réprimer l'esprit révolutionnaire, les troupes soviétiques ont d'abord été autorisées à capturer de force les jeunes et les déserteurs. Les troupes de l'URSS ont ensuite fortifié leur position frontalière et ont commencé à confisquer toutes les armes à feu des Lituaniens lors de la deuxième phase de l'attaque. Comme si cela ne suffisait pas, elles ont également pris le contrôle des installations et des structures appartenant au Front économique et au Parti communiste. Pendant 10 semaines, la Lituanie a été soumise à un blocus des produits, y compris l'approvisionnement en gaz et en pétrole par l'URSS. Malgré cela, la Lituanie a tenu bon et l'URSS a dû céder. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a ouvert à tous les autres États baltes la possibilité de faire sécession comme si ce mauvais karma ne suffisait pas. Il est indéniable qu'en raison d'un passé aussi compliqué et douloureux, la Lituanie souffre de graves blessures psychologiques, spirituelles et économiques. Alors que la Lituanie se prépare à la guerre, les récentes actions de Poutine et de l'Ukraine ont attisé une peur qui oppressait le pays depuis longtemps. Sans perdre de temps, les forces armées et le ministère lituanien de la Défense ont déjà commencé à mettre en œuvre ce qu'ils appellent des mesures de contre-mobilité permanente. Le pont reliant Ponomon et Sovetsk a servi de point de départ à l'installation stratégique de ces barrières qui ont permis à la Lituanie de stopper le flux de véhicules ennemis. Selon le ministre de la Défense Kashunas, le gouvernement lituanien a l'intention d'investir plus de 653 millions de dollars dans ce projet au cours des 10 prochaines années, portant les dépenses de défense à près de 3% du PIB. Une part importante de ces fonds
fonds sera consacré aux mines qui sont actuellement en route vers la Lituanie. Certaines de ces mines sont des mines terrestres, tandis que d'autres sont des mines à action horizontale, qui sont exclusivement des mines antichars spécialisées. En plus des mines terrestres, des mines marines sont également achetées pour frapper la flotte russe de la mer Baltique. Le ministère de la Défense évoque également la possibilité que ces mines soient fabriquées par des entreprises lituaniennes afin d'accélérer le développement des mines et de réduire les coûts. En outre, Kashunas a présenté un plan de fortification qui prévoit l'ouverture du premier parc de contre-mobilité fin août et la mise en place de fortifications permanentes aux frontières sur 2 sites en septembre. La Lituanie souhaite ouvrir un parc de contre-mobilité chaque semaine, avec un total de 27 parcs construits. Dans ces parcs de contre-mobilité, il y aura 4 types de fortifications. Les Dragon's Teeth seront les premières. Ces barrières sont constituées de grandes briques triangulaires disposées en motifs et en rangées. Pour donner aux forces armées le temps d'avancer et de lancer une attaque, elles entravent la circulation des véhicules et retardent la progression de l'ennemi. Le proverbe « ce qui n'est pas cassé n'a pas besoin d'être réparé » s'applique à ces barrières anti-chars qui ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement sur le front de l'Est. Les hérissons, qui peuvent être utilisés pour entraver la circulation et repousser les cavaliers espagnols, et les barrages routiers standards, qui remplissent le même objectif, sont les fortifications suivantes. En tant que première ligne de défense, certains de ces parcs de lutte contre la mobilité sont installés à proximité de la frontière. 80 parcs Dragon Teeth et 7 parcs Hedgehogs jalonneront également le pont Reine-Louise qui relie la Lituanie à l'oblast de Kaliningrad. Ces installations seront en outre renforcées par des fils barbelés. En plus des 648 millions de dollars, quelques 864 millions de dollars seront dépensés cette année pour l'armée et 2,6 millions de dollars pour l'achat d'équipements de lutte contre la mobilité, selon le ministre de la Défense Kashunas. Aucun détail ne sera négligé. Il a ajouté que nous ne construirons pas seulement des bases pour la construction des fortifications, mais que nous fortifierons aussi immédiatement et de manière permanente certaines régions d'ici la fin de l'été. Nous allons par exemple fortifier un pont qui n'est pas utilisé, mais qui pourrait être traversé par un ennemi. Les bunkers de l'époque de la Seconde Guerre mondiale disséminés le long de la frontière lituanienne avec Kaliningrad sont un autre aspect que le pays va utiliser. Le long de la ligne Molotov qui s'étendait des pays baltes à la mer Noire, l'armée rouge a construit ses bunkers. Bien que l'Union soviétique n'ait pas été en mesure de les construire à temps, ils étaient bien conçus et il en existe environ 300 en Lituanie. Certains de ces bunkers se trouvent directement au centre de la brèche de Surulki, le pont terrestre stratégique qui relie les pays baltes à la rive opposée, comme nous l'avons déjà évoqué. Bien que ces bunkers n'aient besoin d'être rénovés, ils pourraient servir d'abri civil ou de position de combat dans le cadre des installations pour ses troupes militaires. La Lituanie souhaite rénover ses bunkers. Les habitants de Lituanie se préparent également pacifiquement à la guerre avec Kaliningrad en dehors du gouvernement. Bien que la petite ville de Vistisis, dans le sud-ouest de la Lituanie, semble paisible, des préparatifs sont en cours. Irina Skouskas, une ouvrière d'usine, a déclaré à Al Jazeera « Nous nageons dans le lac à une dizaine de mètres de la clôture de barbelés. La ville est si proche de la Russie que les gens peuvent ne voir des gardes-frontières russes de l'autre côté de leur maison. De temps en temps, nous pouvons entendre les soldats frontaliers russes jouer de la musique. Lorsque cela se produit, nous organisons un barbecue et dansons au son de la musique qui s'échappe de la tour. Même si les locaux semblent sereins, la présence militaire accrue est évidente. Les gens disent qu'il est courant de voir passer des véhicules blindés. En outre, le nombre de personnes qui rejoignent des milices volontaires, comme les tireurs lituaniens et l'armée, a fortement augmenté car tout le monde veut aider à maintenir la Russie à l'extérieur. Les habitants rapportent que cette année, des milliers de personnes supplémentaires demandent à rejoindre les milices de volontaires et un volontaire indique qu'il y a une liste d'attente de 2 ans et demi. Jetons un coup d'œil à Jonas et Vida Sugditis qui se tiennent dans leur bunker souterrain avec leurs provisions de secours pour voir comment les locaux se préparent. Je m'excuse auprès de cette famille, je suis sûr que je l'ai mal prononcé. De nombreuses personnes en Lituanie construisent de tels abris en raison de l'histoire des bombardements et de la possibilité d'une future guerre. Ce type de préparation peut être justifié par des raisons de prudence, mais que devons-nous penser de l'envoi de troupes allemandes en Lituanie? Environ 2 douzaines de soldats allemands sont arrivés en Lituanie en avril de cette année, ouvrant la voie à 150 autres soldats qui devraient suivre dans le courant de l'année. L'objectif est de déployer 5000 soldats en Lituanie d'ici la fin 2027. Ces soldats rejoindront la brigade germano-lituanienne et seront stationnés en permanence en Lituanie. L'objectif est de se préparer à l'activation de l'article 5 de l'Alliance de l'OTAN. Une armée qui tenterait d'intervenir pourrait être dissuadée par une action aussi audacieuse. Selon le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, le monde n'est plus le même qu'avant février 2022. La Lituanie et l'Allemagne sont toutes deux conscientes qu'une lutte contre la Russie nécessitera le recours à des alliances, car leur propre défense nationale est insuffisante, bien que cette coopération militaire soit un élément de l'approche plus agressive de la Lituanie contre Kaliningrad. Le plan de fortification
fortification est l'élément défensif du plan lituanien. Nous ne cessons de qualifier le conflit entre la Russie et la Lituanie, mais que ressent Kaliningrad? La région a sa propre identité et ses propres relations, même si elle fait partie de la Russie. Avant l'invasion de l'Ukraine, Kaliningrad et l'Ukraine entretenaient des relations relativement bonnes. En fait, pendant quelques années, il a été question de faire de Kaliningrad le 4e État balte. Bien qu'elle fasse partie de la Russie, l'Europe a une vision différente de Kaliningrad. Des investissements considérables ont été réalisés dans la région et elle laisse les considérer comme une zone économique spéciale. C'est pourquoi on la surnomme le Hong Kong Balte et de nombreux investisseurs internationaux ont contribué au développement d'initiatives de rénovation et de reconstruction urbaine. La région est également devenue une destination touristique populaire grâce à la création de musées du patrimoine, ce qui a permis au lieu de naissance du philosophe allemand Emmanuel Kant de devenir une destination touristique populaire. Le fait que Kaliningrad ait été transformée en attraction touristique l'a rendue moins associée à la Russie et plus innocente. 92% des habitants de Kaliningrad possédaient un passeport pour voyager à l'international, alors que le reste de la Russie n'avait pas la même liberté de voyager en Europe. Entre 2009 et 2010, plusieurs manifestations antigouvernementales ont eu lieu et les relations entre le Kremlin et Kaliningrad n'ont pas toujours été positives. Moscou a dû envoyer un envoyé spécial pour mettre fin à la révolte et la forte présence militaire à Kaliningrad sert à garder ces personnes sous contrôle. Kaliningrad a en grande partie évité d'être entraînée dans le bourbier créé par Poutine et n'a rien à gagner du conflit en Ukraine. Malheureusement, elle devient le théâtre du conflit entre Moscou et la Lituanie parce qu'elle fait partie de la Russie. Outre la Lituanie, d'autres pays baltes se préparent à une guerre avec la Russie. Début 2024, les États baltes de Lettonie, Lituanie et Estonie ont décidé de créer une zone de défense balte commune à leur frontière avec la Biélorussie et la Russie, craignant de subir le même sort que l'Ukraine. Lors de leur réunion en janvier, les ministres de la Défense des 3 pays baltes ont commencé à approuver des plans de construction d'installations de défense contre la mobilité le long de leurs frontières orientales. En outre, les 3 pays ont décidé de renforcer leur coopération dans le domaine de l'artillerie antimissile, ce qui facilitera considérablement le déplacement de leurs arsenaux en cas de conflit. L'importance des bunkers le long de la frontière a été soulignée par le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, qui a déclaré que la préparation de la défense était aussi importante que la mobilisation des troupes. Le long de sa frontière avec la Russie, longue de 183 miles mais 294 km, l'Estonie prévoit la construction de 600 bunkers. Les travaux devraient commencer dès 2025. Chaque bunker, pour lequel un budget d'environ 65 millions de dollars est prévu, pourrait abriter 10 soldats. En outre, un accord de coopération a été conclu entre l'Estonie et la Lettonie, selon lequel les 2 pays utiliseront l'aéroport letton de Lervad pour la surveillance aérienne de l'OTAN, tandis que la base aérienne estonienne d'Amari sera réparée. Les pays ont également augmenté leur budget de défense. En termes de PIB, l'Estonie et la Lettonie ont les 2e et 4e budgets de défense les plus élevés de l'OTAN, avec respectivement 3,43% et 3,15% du PIB. Tout comme la Lituanie, la Lettonie dispose d'un bataillon multinational sous commandement canadien prêt à intervenir à tout moment mais qui n'est pas stationné en permanence comme le bataillon allemand. Le premier signe d'une guerre imminente est toujours une augmentation du budget militaire. Outre les préparatifs pour la fortification de sa frontière avec Kaliningrad, la Lituanie a alloué des fonds considérables au renforcement de sa défense. Et la brèche de Suwałki n'est pas épargnée et le pont qui relie ces 2 endroits est un autre aspect de ce territoire fortement fortifié. En cas de conflit, la Lituanie devra également compter sur ses partenaires et sur l'article 5 de l'OTAN. Poutine est actuellement préoccupé par l'Ukraine, mais si la situation se détériore, le conflit pourrait s'étendre aux pays baltes.